la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la Voix des Grands Lacs avec comme invité l'abbé Fortunatus Sodac et moi et Hervé Chesville. Abbé Fortunatus, bonjour. Bonjour. Hervé Chesville, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue. Et moi qui présente l'émission, je suis Jean-Marie Ndagijimana. Aujourd'hui, nous parlerons du Rwanda, mais aussi et surtout du Congo, par rapport à un livre qui vient de sortir, écrit par Patrick de Saint-Exupéry, un journaliste français connu pour avoir diffusé ou publié plusieurs livres sur le Rwanda en particulier. Hervé Chesville, je vais vous passer la parole pour que vous nous parliez de lui. Vous le connaissez sans doute, c'est un Français. Ça ne veut pas dire que vous connaissez tous les Français, mais les sujets concernant le Rwanda, en tout cas, je pense que vous en êtes un peu l'expert attitré de notre chaîne YouTube. Est-ce que vous connaissez Patrick de Saint-Exupéry? Je n'ai pas eu cet honneur, non, mais bien sûr que j'en ai entendu parler. Je l'entends souvent parler sur RFI. Il est le dimanche, il est souvent invité pour commenter l'actualité. C'est quelqu'un qui est agréable à écouter, qui parle posément, qui semble avoir une grande culture. Et sur beaucoup de sujets, j'apprécie ce qu'il dit. Maintenant, là où je l'apprécie moins, c'est quand il parle du Rwanda, puisque, et je dois dire tout de suite que je n'ai pas lu son dernier livre, donc je n'ai aucune autorité pour le commenter favorablement ou défavorablement. J'ai cependant lu un certain nombre d'interviews, d'articles qui concernaient ce livre. Patrick de Saint-Exupéry est connu pour ses livres précédents, dans lesquels il a directement mis en cause des personnalités françaises, en particulier Dominique de Villepin, ainsi que des responsables donc politiques et militaires de l'époque de 1994, je dirais, de l'époque où la France, sous mandat des Nations Unies, a lancé cette opération turquoise dans le sud-ouest du Rwanda pour une durée déterminée, 2 mois seulement, avec des moyens assez limités et un mandat très restrictif. Donc, je sais qu'il a été poursuivi par des personnes qui se sont estimées diffamées par ses écrits et qu'il a été condamné à, je crois, au moins 2 reprises pour certaines de ses allégations ou affirmations. Donc, connaissant un petit peu le passé, pour ne pas dire le passif, de Patrick de Saint-Exupéry sur le dossier rwandais, on ne peut que prendre son nouveau livre avec une certaine suspicion, surtout quand on connaît à la fois sa sévérité donc, et son côté vindicatif envers ces personnalités dont j'ai parlé, mais en même temps sa grande complaisance envers celui qui peut être considéré comme l'un des dictateurs les plus absolus et les plus sanglants de notre époque, à savoir la personne qui est au pouvoir depuis, qui est l'homme fort du Rwanda depuis 1994. Donc, quand on fait un petit peu le bilan à la fois de ce côté vindicatif à l'égard des responsables français et la complaisance à l'égard d'un dictateur qui ne respecte, qui foule aux pieds chaque jour les droits de l'homme les plus élémentaires et qui est responsable directement ou indirectement de la mort de millions de Rwandais et de Congolais, on ne peut que prendre effectivement avec une certaine suspicion le nouveau livre de Monsieur de Saint-Exupéry.
Je vous remercie pour cette présentation. Je pense qu'il laisse l'auditeur ou le téléspectateur déjà entrer en matière, même si on n'a pas encore abordé le sujet de son livre. Alors, Abbé Fortunatus, est-ce que vous connaissez le journaliste Patrick de Saint-Exupéry? Ou alors avez-vous déjà lu ses livres? Ou est-ce que vous avez, s'agissant du thème qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous avez pu écouter certaines de ses interviews? Ou alors regarder les explications qu'il donne, la présentation de son livre? Merci beaucoup. Je n'ai jamais lu un seul livre de M. Patrick de Saint-Exupéry, mais j'ai suivi avec attention l'interview qu'il a donnée à M. Karirima Ngarambe Aimable sur Idié Télévision le 1er mars de cette année 2021. C'est une interview qui dure à peu près 47 minutes. Je l'ai réécouté 3 fois, non pas parce que je l'ai aimé, mais parce que je ne l'aimais pas. J'ai lu, comme M. Henry, d'autres articles qui ont été écrits sur ce dernier livre. Vous voulez parler de Hervé Cheville? Oui, c'est Hervé. Hervé, c'est ça, Hervé. Oui, oui. Parce Commence que j'ai par des... H également. C'est H, c'est le H qui vous a mal aiguillonné. Hervé. Ce n'est pas Henri, c'est Hervé. Exact. OK. Son nom de famille, c'est un peu plus difficile à prononcer. Bon, merci. Donc, mais j'ai insisté beaucoup donc sur cette interview de Patrick du 1er mars 2021 sur radio, sur la télévision Idié. Alors, je dois avouer que c'était la première fois que j'entendais parler de lui. Ça, c'était un manquement de ma part. Hein. Je devais l'avoir connu bien auparavant. J'ai été frappé par son nom de famille, de Saint-Exupéry. Comme cela arriverait à n'importe qui, j'ai directement pensé à Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre écrivain français. Et puis, je n'ai pas tardé à savoir qu'il y a un lien de parenté entre les deux. Patrick serait un arrière-petit-neveu d'Antoine. J'ai vu le titre du dernier livre de Patrick. Je me suis dit, tiens, il y a aussi une ressemblance entre les livres d'Antoine et ceux de Patrick. Les livres d'Antoine et de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Terre des Hommes, Courrier du Sud, Vol de nuit, ce sont des récits romancés de ses voyages parce qu'il était pilote d'aérospatial. Ça, je le sais depuis quand je faisais l'école secondaire. Le dernier livre de Patrick, La Traversée, constitue lui aussi un récit de voyage accompli par un journaliste d'investigation. Je me suis demandé, est-ce que Patrick a voulu émuler Antoine? Bon, ce n'est pas exclu, même si ce n'est pas le premier livre qu'il a écrit. Il n'est pas exclu qu'il ait voulu émuler son oncle. Mais force m'est de constater qu'il n'y est pas parvenu. Absolument pas. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que décidément, probité et honnêteté intellectuelle ne sont pas des valeurs héréditaires.
Très bien. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Hein. Je veux tout simplement signaler que la fameuse télévision dont vous avez parlé, Igihe, c'est une chaîne YouTube qui travaille avec beaucoup de moyens et qui est pro-gouvernementale en fait. C'est une chaîne qui travaille avec les autres médias du réseau FPR, officiellement. Il n'y a pas de... On ne doit pas le supposer ou le penser seulement, c'est officiel. C'est un journal. D'abord, ils ont un journal écrit, ils ont un site web, igihe.com. Ils ont beaucoup d'autres médias dans le groupe qui a été mis en place par le FPR. Et ils ont aussi un bureau à Bruxelles, pas seulement à Québec. Et donc, vous allez nous parler peut-être de cette interview, de ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il a dit dans l'interview. Et on continuera d'en discuter par rapport justement aux affirmations du sieur Patrick de Saint-Exupéry. Bon, vous venez de donner un peu plus d'explications sur le groupe Igihe. Nous vérifierons si à la base Igihe n'a pas été créé par un fils adoptif, Nhawana, de feu colonel Karegeya. Je pense que c'est lui qui a commencé ça. Maintenant, continuons. Je disais donc que probité et hérédité et honnêteté intellectuelle ne sont pas héréditaires. Monsieur Patrick a omis d'interviewer les survivants des massacres commis par les troupes de Paul Kagame et de ses alliés au Rwanda et au Congo. Il a interrogé certaines dames qui sont au Rwanda. Elles ne pouvaient que lui dire ce qu'il voulait entendre. Mais il a omis d'interviewer d'autres survivants. Il a omis de faire référence aux écrits, aux témoignages, aux livres d'autres journalistes d'investigation qui ont travaillé sur le même argument avant lui. Pas un mot sur eux, absolument. Donc, probité et honnêteté intellectuelle, non, ce n'est pas héréditaire. Il n'a pas l'honnêteté, il n'a pas la probité d'Antoine de Saint-Exupéry. Je disais donc qu'il n'a pas interrogé les survivants des massacres commis par l'OFPR au Rwanda et au Congo. Il ne pouvait pas le faire, puisque il est proche de nier même ces massacres. Vraiment, il les nie. C'est lui qui est négationniste, en fait. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il nie ces massacres et quand il les admet du bout des lèvres, par exemple, quand il parle des massacres de Tingi-Tingi à la 36e et à la 37e minute, il ose dire que ce sont des pertes en vies humaines survenues pendant des combats d'une rare intensité entre deux groupes de belligérants. Ce ne sont pas ces mots directs, mais l'idée c'est celle-là. Et c'est vraiment très, très, très dommage parce que c'est complètement faux. Et M. Patrick sait que c'est faux. Son langage non verbal le trahit à plusieurs reprises. Son langage non verbal le trahit, mais surtout à ces minutes-là, 36-37, quand il parle de Tingi-Tingi, il réfléchit, il respire profondément, et puis alors il crache des contre-vérités. Il accomplit un effort surhumain pour sortir son mensonge.
Donc, probité et honnêteté intellectuelle, il n'a pas ça comme son oncle. Non, non, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Après avoir écouté à 3 reprises cette interview, et comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais ce que Patrick fait, c'est comme si un journaliste qui se dit d'investigation visitait les chambres à gaz à Auschwitz, à Treblinka et ailleurs et osait déclarer là, 2 groupes de combattants s'affrontaient. Je n'exagère pas, je pèse mes mots. Je le dis en considérant les tueries en masse suivies d'incinération en Bandaka, dans la région d'Okisangani et en plusieurs autres localités sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et puis, cette tuerie massive suivie d'incinération était précédée de chasse à ces réfugiés. Venez, on va vous mettre en sécurité. Venez, on va vous donner à manger. Venez, on va vous rencontrer pour qu'on puisse vous donner des habits. On les chargeait sur des wagons, on allait les massacrer, on les brûlait. Alors, comment est-ce que M. Patrick peut parler? Alors, on va peut-être revenir au contexte de son livre, en fait, parce que c'est pour les auditeurs qui attraperaient notre émission à ce niveau, qu'ils sachent exactement quel était le thème de cet échange, de l'interview que donnait Patrick de Saint-Exupéry au journaliste rwandais Karirima. En fait, comme tout le monde le sait, en 1994 au Rwanda, il y a eu un génocide. Nous ne sommes pas là pour le nier, tout le monde le sait. Il y a eu un génocide, et à l'époque, entre avril et juillet 1994, c'était la population Tutsi qui était la cible des tueries sur le territoire dirigé par le gouvernement intérimaire après l'assassinat du président Habyarimana. Mais le Rwanda était coupé en 2, tout le monde le sait aussi. Il y avait un autre territoire, ce n'est pas un village, hein, c'était un grand territoire qui était occupé par la rébellion Tutsi du FPR, Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame, le président actuel. Et donc, après la prise du pouvoir par ce dernier, en 1994, il y a eu beaucoup d'enquêtes au Rwanda, il y a eu des livres écrits, il y a eu notamment en ce qui concerne les crimes dont vous parlez, les massacres des populations Hutus, cette fois-ci, en République démocratique du Congo, par l'armée rwandaise de Paul Kagame, une nouvelle fois, 3 années après la prise du pouvoir. Ça a commencé fin 1996, donc 2 ans après, et surtout 1997 et après. Eh bien, ces massacres-là ont fait l'objet aussi de rapports des Nations Unies, de rapports d'experts des Nations Unies. Il y a eu 2 rapports Garreton, avant le rapport Mapping, qui est sorti en 2010. Et tous ces rapports, évidemment, ils font des accusations accablantes pour l'armée rwandaise dirigée par Paul Kagame. Mais il y a eu aussi beaucoup de rapports d'ONG internationales des droits de l'homme. Il y a eu des témoignages de victimes, enfin, de Rwandais qui étaient là, qui ont tout vu, qui ont écrit des livres et qui racontent le quotidien. Il y a eu même un film documentaire d'Hubert Soper qui est allé là, c'est un film extraordinaire qui s'appelle Kisangani Diary, je pense. Eh bien, tout ça a débouché ces derniers temps sur la demande, notamment de Denis Mukwege, qui demande la mise en place d'un tribunal international pour juger, poursuivre et juger les auteurs de ces crimes qui ont été commis au Congo de 2003, de 1993 à 2003. Et c'est là que tombe le livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Comme si tout d'un coup, il se réveillait, comme s'il ne savait pas avant qu'il y avait eu des massacres au Congo. Et donc là, comme une sorte de déclic,
le livre sort. Un livre, naturellement, dont on fait la publicité partout, sur tous les médias, à la télévision, à la radio. Hervé Chesville, est-ce que vous avez suivi l'une des interviews de Monsieur de Saint-Exupéry sur… J'ai lu plutôt que écouté, mais effectivement, j'ai suivi. Mais je pense que le meilleur qualificatif que l'on pourrait utiliser pour cette parution soudaine de ce livre, moi j'appellerais ça un contre-feu. C'est-à-dire que je pense qu'à Kigali, il y a une certaine, je ne dirais pas panique, mais il y a une certaine inquiétude depuis plusieurs mois, depuis même peut-être plusieurs années, depuis la sortie du livre de Judy River, et concernant cette vérité que l'on cherche à occulter et qui peu à peu fait son chemin. Différents auteurs se sont exprimés et ont exprimé une version divergente de la vérité officielle telle qu'elle est présentée à Kigali. Il y a eu l'appel du docteur Mukwege dont vous venez de parler. Donc, je pense que tout cela est une source d'inquiétude pour les gens qui sont au pouvoir à Kigali et qu'ils cherchent donc à allumer des contre-feux. Et je pense donc que le livre de Patrick de Saint-Exupéry rentre dans cette stratégie de contre-feu. Bon, on pourrait parler également de Monsieur Guillaume Ancel et d'autres personnes de ce genre qui sous un couvert de, comment dirais-je, de respectabilité et de connaissance du dossier, tente de décrédibiliser tous les autres auteurs dont je fais partie qui disent que bon, ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali et ça ne s'est pas passé comme ça au Congo, bien sûr. Sans que personne n'ait nié au préalable le génocide des Tutsis, parce que c'est là qu'il y va. Exactement, exactement. En fait, il prouvait que le fait même de parler des crimes qu'a évoqué tout à l'heure l'abbé Fortunatus, que le fait de dire que ces gens ont été massacrés par le FPR, que c'est du négationnisme. Et je vais vous dire une chose, moi je trouve bon, que le groupe qui est au pouvoir à Kigali agisse de la sorte, ça n'a rien de surprenant. Et je dirais même que c'est compréhensible parce que si la thèse d'un génocide commis contre les Hutus venait à être reconnue officiellement, elle saperait d'une certaine manière la légitimité du régime de Kigali qui est basé sur la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Mais donc, Patrick de Saint-Exupéry n'est pas le gardien de… Oui, mais donc je pourrais très bien comprendre que les gens à Kigali fassent feu de tout bois. Mais le problème là, c'est que nous avons affaire à des Français, nous avons affaire à des non-rwandais, nous avons affaire à des intellectuels qui jouent ce jeu et que je qualifierais moi d'ignoble. Parce que nous ne parlons pas de génocidaires la machette entre les dents, si je puis dire, ou la Kalachnikov brandie, qui ont été massacrés dans les forêts du Congo. Nous parlons de familles, nous parlons de femmes, d'enfants terrorisés. Nous parlons de marche de la mort, comme l'abbé Fortunatus faisait référence tout à l'heure à la Seconde Guerre mondiale. En 1945, il y a eu ce que les historiens appellent des marches de la mort, où les nazis, devant la poussée de l'armée soviétique, ont vidé les camps de concentration et d'extermination de l'Est pour essayer d'effacer les preuves de leur forfait, et ils ont obligé ces malheureux qui étaient très faibles à marcher pieds nus en haillons en plein hiver, et l'hiver 45 a été terrible, pour échapper à l'avance des troupes soviétiques. Eh bien, on a eu la même chose en 1996-97. C'était pas la froideur de l'hiver 45, c'était la moiteur de la forêt, de la grande forêt congolaise, c'était les sentiers infestés de pièges, de serpents,
c'était la malnutrition, je dirais même la famine, puisqu'ils n'avaient rien à manger, l'épuisement. Je pense à toutes ces femmes, tous ces enfants qui peut-être n'ont pas été massacrés, mais sont morts du fait de la traque dont ils étaient victimes. Et bien sûr, comme l'a dit l'abbé Fortunatus, il y a eu aussi des massacres directs. On a attiré des gens sous prétexte de distribution. Et là, on a utilisé les organisations internationales comme le PAM ou autres pour servir d'appât. Et c'est tout à fait ignoble ce qui s'est passé. Ça me fait penser, en écoutant l'abbé Fortunatus, j'ai pensé à un homme que j'ai rencontré, dont je voudrais saluer la mémoire ce soir. C'est un dénommé Ali. Vous ne connaissez pas Ali. Ali, moi, je l'ai connu en juin 1996 au parc national de la Garamba. C'était un Tutsi, c'était un Rwandais. De son métier, il était cornac, c'est-à-dire qu'il élevait des éléphants. Il m'a présenté, Ali, les éléphants dont il avait la charge, avec lesquels j'étais émerveillé. Il arrivait à communiquer avec ces éléphants qui étaient nés avant l'indépendance du Congo. C'est pour vous dire l'âge de ces éléphants, en 96. Eh bien, à un passage que j'ai fait quelques années plus tard au parc national de la Garamba, je devais apprendre que le malheureux Ali et ses éléphants avaient été massacrés par les soldats rwandais lors de leur passage. Je parle d'Ali dans mon premier livre. Donc ce soir, je pense à lui. Écoutez, je vous remercie, Hervé, d'avoir eu cette pensée pour quelqu'un que vous avez connu et qui a été effectivement massacré par ceux qu'on protège, ceux que des gens comme Patrick de Saint-Exupéry essayent de blanchir, de protéger en fait. Tout à l'heure, Abbé Fortunatus, vous avez cité tous les livres d'Antoine de Saint-Exupéry. Hein. Moi, étant plus vieux que vous, je les ai lus peut-être 10 ans avant. Effectivement, c'était des œuvres, c'était des chefs-d'œuvre. Oui. Moi, en écoutant Patrick de Saint-Exupéry, je me suis rappelé d'une phrase, la phrase qui m'a le plus marqué dans Le Petit Prince. C'est celle qui dit que ce qui est important, ça ne se voit pas. Notre professeur à l'époque ajoutait, il faut chercher avec le cœur. Mais en fait, il disait, c'est le cœur qui va trouver les choses importantes. Et moi, j'ai eu l'impression, parce que j'ai aussi le livre La Traversée, j'ai commencé à le lire, je n'y vois pas de cœur. Vraiment, il n'y a pas de cœur. C'est quelqu'un qui veut défendre une thèse en essayant de masquer le plus d'éléments possible, en oubliant surtout les victimes des massacres qu'il décrit comme normal. C'est quelque chose de normal. Il y avait d'un côté une armée victorieuse de la guerre de 94 qui a arrêté le génocide des Tutsis, qui a attaqué les camps des réfugiés. Lesquels réfugiés étaient armés et se battaient contre l'armée du FPR. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'écrit. Et je tombe des nues quand il dit que les réfugiés rwandais étaient pour la plupart armés et qu'ils se battaient contre le FPR. Vraiment, le jour où je vais rencontrer M. de Saint-Exupéry, je vais gentiment lui dire qu'il se trompe. Mais ça ne m'étonne pas qu'il se soit trompé, parce que sa référence, vous savez qui lui a expliqué la situation? C'est le général Kabarebe. Dans le livre, il le cite avec beaucoup d'admiration. C'est un héros. Kabarebe, à l'époque, était le chef de cette armée d'évasion qui a massacré. Voilà, c'est comme si on demandait à Himmler de raconter comment ça se passait dans les camps d'extermination. Exactement, c'est exactement cette image-là. Une autre image qui m'est venue en tête, puisqu'on parle d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est Tintin au Congo, en fait. Tintin au Congo, là aussi, j'ai une image que depuis mon enfance, j'ai gardée en tête, c'est celle qui montre Tintin arrivant dans un village, hein, et il voit deux Congolais se bagarrer en venir aux mains pour un chapeau. Et il dit, ben, écoutez, arrêtez de vous battre, je vais vous le partager. Et il le coupe en deux. Il y a un à qui il donne la partie haute du chapeau, je ne sais pas comment on l'appelle, et l'autre, le cercle
Et eux, ils ont dit, ah, il est gentil, il est blanc, il est gentil. Il est vraiment gentil, il est blanc là. Donc, le blanc, il est très intelligent, en plus, il est gentil. Il nous a départagé ce chapeau. Et ils sont rentrés tous contents. Oh. Là, au moins, Tintin avait eu l'idée de départager. Patrick de Saint-Exupéry, il ne départage pas. La douleur des uns, il l'ignore totalement. Il ne connaît qu'une partie des victimes, comme si les autres méritaient d'être tués, d'être massacrés, en fait. C'est ça. D'ailleurs, la conclusion, c'est celle-là, qu'il ne faut même pas en parler. En parler, c'est du négationnisme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour lui, le rapport mapping, c'est nul. Les Nations Unies qui ont fait cette enquête, une enquête de plusieurs années, pour déboucher sur un rapport de plus de 600 pages, fouillé, qui a identifié plusieurs sites où il y a eu des massacres de Rwandais Hutus, de Congolais Hutus, de Burundais, de populations congolaises tout simplement, que tout ça, ce sont des balivernes. Pour lui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que des personnalités comme Denis Mukwege, le docteur, que tout ce qu'il raconte, c'est des bêtises, parce qu'il aime utiliser le mot bêtise. Oui, oui. Denis Mukwege qui dit que l'armée rwandaise a peut-être commis des crimes contre l'humanité au Congo, contre les Congolais, où il y a eu quand même, excusez-moi du peu, plus de 10 millions de morts, que c'était normal, comme si l'armée rwandaise allait civiliser le Congo. On revient à l'époque de Léopold II. Eh bien, moi, je suis d'avis qu'effectivement, ce livre mérite beaucoup, beaucoup d'attention. Pas seulement des Rwandais, mais aussi de tous ceux qui veulent la vérité dans notre pays. Je vais laisser l'abbé Fortunatus peut-être revenir sur d'autres aspects qui l'ont étonné ou qui lui ont donné satisfaction dans l'interview de Patrick de Saint-Exupéry. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui vous a plutôt favorablement impressionné, monsieur l'abbé? Franchement, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. Face aux déclarations de M. Patrick, toute personne capable de s'indigner devrait s'indigner. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, pour moi, ils se moquent de ces lecteurs et ils se moquent des Rwandais en particulier. D'où lui vient la conviction que les lecteurs de ce livre vont gober ces mensonges. Sinon, du fait qu'ils croient qu'ils sont bêtes, dépourvus de sens critique. Donc, il n'a pas de respect pour les lecteurs de son livre. Il veut leur faire croire des mensonges. Et puis en disant qu'ils croient qu'ils sont bêtes, je n'exagère pas, parce que c'est le même qualificatif qu'il utilise et il y ajoute quelque chose de pire encore, en parlant d'une quinzaine d'éminents hommes politiques, hommes d'État français des années 90, comme monsieur Hervé Chesville. Ok. Comme il le disait, et puis parmi la quinzaine de personnes, il y a le président François Mitterrand, il y a des ministres comme De Villepin, il y a Hubert Védrine et d'autres encore, oui, oui. Entre la 14e et la 16e minute de son interview, il dit plus que bête, il en dit vraiment tous les noms d'oiseaux. Ça m'a choqué. Donc, donner ce livre-là au lecteur, il n'a pas confiance en eux. Parce qu'il croit qu'ils sont bêtes. Un point, c'est tout. Les Rwandais en particulier, ils croient qu'ils vont croire à ces histoires. Oui, oui. Lui, il parle de monstruosité, d'aberrance et de non-sens absolu, de stupidité. Ce sont des termes qu'il utilise. Donc, c'est comme ça. C'est ça le respect qu'il a pour
pour ses lecteurs. Non, il doit rester. Il a raison, quelque part, il a raison parce qu'il sait. Il sait qu'une partie des Rwandais vont croire tout ce qu'il écrit. Ah, Dans le sens de leur théorie, hein. Ils savent qu'il est missionnaire, peut-être, hein, je ne l'accuse pas, mais en tout cas, quand on lit le livre, c'est l'impression qu'on a. Et donc, les autres, ils vont pas le lire. Ceux qui n'aiment pas la théorie qu'il développe, ils vont probablement pas le lire, les Rwandais. C'est ça aussi qu'il faut peut-être demander aux Rwandais de lire quand même ce livre. Le problème, c'est qu'on va l'enrichir de quelque soit alors qu'il demande la tête de certains d'entre nous. Mais il faut, si on veut combattre une théorie fausse et dégradante qui va contre toute l'histoire de notre pays, une théorie sans cœur, il faut savoir ce qu'il dit. Il faut qu'on sache ce qu'il raconte, au moins à travers les interviews et les articles de presse. Maintenant, le livre, effectivement, on peut ne pas l'acheter. Moi, je l'ai acheté parce que je veux en faire une analyse critique approfondie. Oui, oui. Monsieur Hervé, avec qui nous sommes maintenant, il écrit beaucoup de livres, il donne beaucoup de conférences, il écrit des articles. Vous aussi, ambassadeur Jean-Marie Vianney. Moi aussi, je donne beaucoup d'interviews en français, en Kinyarwanda. Je suis en train de préparer mon 3e livre, et ce sera en Kinyarwanda. Mais je pense qu'une personne qui écrit doit avoir un respect pour les personnes qui liront le livre. Tout à fait. Oui, oui. Patrick n'a pas ce respect. Absolument pas. Il fait le malin. Alors, il y a un élément, peut-être que ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ça ne les a pas frappés. Mais moi, j'ai été frappé sur une page de son livre. Oui. Il dit que Hubert Védrine a souvent développé la théorie du double génocide, oui. En parlant des crimes commis au Congo, et que même le président Mitterrand était dans cette théorie-là. Écoutez, quand le FPR a attaqué le Congo, je ne sais pas si le président Mitterrand était en position de qualifier ces crimes-là. Il était mort. Il était mort. Mais tellement la haine est grande qu'on veut le mettre partout. On veut le mettre partout. Il était mort depuis au moins 6 mois quand le Rwanda a attaqué le Congo. Voilà, exactement. Mitterrand n'était plus. Il y a un autre élément. Quand il parle des crimes commis par le FPR, c'est-à-dire les crimes globalement parlant, il commence en 96 en fait. Oui. Il commence par le Congo, ce qui s'est passé au Congo. Comme si avant le Rwanda n'existait pas. Comme si avant il n'y avait pas eu de massacre. Comme je le dis toujours, dans la tragédie rwando-congolaise, il faut demander qui a tiré le premier coup de feu. Voilà. Et le premier coup de feu, il a été tiré le 1er octobre 1990. Oui, oui. Alors, revenons donc au livre. Revenons au livre. La théorie du double génocide qu'il dénonce, mais avec une fureur, parce que quand il en parle, on a l'impression qu'il a de la haine contre tous ceux qui osent parler de génocide autre que le génocide des Tutsis. Oui, oui. Pourquoi voilà, qui est-il en fait? Qui est-il pour penser avoir raison contre tous ces gens, contre nous, contre les Rwandais? C'est là que je me dis, il n'a pas cherché avec son cœur. Non, Il a vu des choses, il a écouté ce que Kabarebe lui a dit, Kabarebe et les autres, c'est-à-dire les criminels eux-mêmes. Ce qu'il écrit dans son livre, on a l'impression qu'il a écrit vraiment ce que Kabarebe lui a raconté, les exploits de l'armée rwandaise au Congo, le rapatriement de plusieurs milliers de Rwandais, sans parler bien sûr des massacres. Et c'est ça qu'il répète, c'est le contenu de son livre. Le drame, c'est que les Français qui vont le lire, ils vont le croire pour beaucoup. Surtout, vous savez, il porte un nom quand même que tout le monde aimerait bien porter, de Saint-Exupéry, ce n'est pas n'importe qui. Hélas. Ça influence beaucoup. Ça influence beaucoup. Un éditeur, même si le livre n'est pas bon, il va quand même le prendre. Parce qu'il y a le nom de Saint-Exupéry. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors que l'abbé Fortunatus, s'il vient avec un très très bon livre, il ne sera pas pris. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le livre de Julie Revers.
Il a fallu attendre des années pour qu'il soit édité en France. Donc, Ah oui. ouais. Donc, il exploite le fait qu'il porte son nom de famille. Tout à fait. Oh, Et malheureusement, il salit le nom de son grand-oncle, je dirais. Parce que moi, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, j'ai la plus grande admiration pour cet auteur, et non seulement auteur, cet auteur et pilote de guerre qui était Antoine de Saint-Exupéry, qui a décollé pour sa dernière mission durant laquelle il a été abattu de l'aéroport de ma ville, Bastia, en juillet 1944. J'ai le plus grand respect pour son oncle et je trouve ça triste que ce nom de Saint-Exupéry soit maintenant associé au travail de ce journaliste. un aventurier. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est choquant, le plus choquant en fait, c'est qu'il prend parti sans un brin de compassion pour les victimes. Oui. Lorsqu'il parle des victimes des forêts équatoriales, hein, massacrées par le FPR, c'est comme si c'était des guerriers, des militaires morts au combat. Ces enfants, les bébés qu'on a vus mourir, hein, parce que les images existent, les vieilles femmes, les vieillards, tous ces gens, les Congolais qui ont été massacrés, pour lui, c'était tous des militaires. Et donc, pour le FPR, c'était la légitime défense. Et en plus, il veut les faire passer pour des héros. Donc, s'ils ont rapatrié une partie des réfugiés, après en avoir massacré des centaines de milliers, bien sûr, mais ça, il ne le dit pas, s'ils ont pu rapatrier quelques-uns avec gentillesse, dans l'esprit de reconstruction nationale, eh bien, ce sont des héros. Ce n'est pas des génocidaires, ce n'est pas des criminels. Non. Vous savez, j'aimerais bien qu'ils ne reconnaissent pas la qualification de génocide. Ça, c'est discutable. Hein? Bien sûr. Mais qu'ils reconnaissent au moins les crimes. Oui, oui. Qu'ils reconnaissent au moins la qualification donnée à ces crimes par les Nations Unies. Les Nations Unies qui n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de crimes de guerre parce qu'ils ont tué aussi des militaires hein, en passant. Des crimes contre l'humanité pour l'ensemble des crimes qu'ils ont commis et même des actes de génocide. Dans le rapport mapping, c'est écrit noir sur blanc. Donc, qu'il fasse peu cas de ces rapports, ce n'est pas vraiment à son crédit pour quelqu'un qui se targue d'être un grand journaliste, quelqu'un qui a, semble-t-il, fait une enquête. Hein, quelle enquête? Enquête confirmée ou qui a été bénie par le chef des massacreurs, le général Kabarebe. Quelle crédibilité peut avoir cette enquête, ce livre même? Chesville, si vous avez un élément à ajouter par rapport à... Moi, je frémis quand j'entends ce nom être prononcé, James Kabarebe. Et je n'ai qu'un seul souhait, c'est qu'il vive assez longtemps, James Kabarebe, pour comparaître à la Cour pénale internationale. C'est le seul endroit où je souhaite vraiment le voir, et le plus tôt sera le mieux. Il faut rappeler que c'est lui qui... C'est de sa bouche qu'étaient venues les menaces contre le docteur Denis Mukwege. Il y a un an, il avait menacé publiquement le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, tout simplement parce que ce dernier avait demandé justice pour son peuple. Kabarebe n'a jamais cité, plutôt le docteur Mukwege n'a jamais cité le nom de Kabarebe. Il a tout simplement demandé à la communauté internationale, il a demandé l'aide et le soutien de l'Union européenne, de la France, de la Belgique et des autres pays pour que justice soit faite au Congo. Et en retour, le même général Kabarebe a menacé le docteur Mukwege. Menace physique, hein, s'entend. Donc, ce n'est pas une menace à faire. Et c'est celui-là qui est cité comme modèle, en fait, par le livre de M. Patrick de Saint-Exupéry. Abbé Fortunatus, on va s'orienter vers la fin de notre émission. C'était juste pour survoler ce sujet. Est-ce que vous pensez, vous, que ce soit un crime de pouvoir prononcer le mot de double génocide? Est-ce que s'il y a deux génocides, a-t-on le droit de dire qu'il y a eu un double génocide sans incriminer les victimes? Hein? Parce que lorsqu'on dit un double génocide, quand on dit qu'il y a eu un génocide contre les Hutus, on n'accuse pas les victimes Tutsis.
De la même façon que quand on dit qu'il y a un génocide contre les Tutsis, on n'incrimine pas les Hutus qui n'ont pas commis ce génocide. Est-ce que le mot double génocide est choquant? Est-ce qu'il constitue une négation du génocide des Tutsis, comme le dit Patrick de Saint-Exupéry, comme le dit le CNLG, c'est l'organe chargé de protéger, enfin de combattre les idées génocidaires? Est-ce que le mot double génocide peut être prononcé sans se voir traité de tous les noms? Mais oui, on ne peut pas dire il y a eu un génocide contre le Tutsi, aucun autre génocide n'est possible, aucun autre génocide n'aura lieu. Qu'il y ait eu un génocide contre les Hutus, ça n'enlève pas qu'il y ait eu un génocide contre les Tutsis. Absolument pas. On devrait donner des preuves. Et vous le savez, puisque vous étiez présent au Rwanda, de toute façon, vous savez ce qui s'est passé pendant le génocide. Vous avez été après, et vous avez vu les victimes, vous. Oui, mais en 1994, je n'étais pas au Rwanda. J'avais quitté le Rwanda en septembre 1993. Je suis retourné 10 ans après, en 2003. Mais des victimes, on en rencontre partout. On parle avec eux, où que l'on soit. Mais je disais que toute personne capable de s'indigner devrait s'indigner pour encore 2 autres motifs. Parce que nous venons de le dire, vous deux ainsi que moi, M. Patrick se moque des victimes et des massacres accomplis par le FPR au Congo et au Rwanda. Au début de son interview du 1er mars, quand il parle de ces massacres, il les appelle des rumeurs, des bruits, des images, des choses exagérées, des choses imaginaires. C'est comme ça qu'il commence son interview. Il se moque des victimes de ces massacres. Bon, il marche sur leur corps sans vie et il crache dessus. C'est ça vraiment ce qui ressort des expressions qu'il utilise et puis des gestes qu'il accomplit quand il parle de ces massacres. Il marche sur les corps sans vie des nôtres et il crache dessus. Il se moque aussi des survivants de ces massacres. Il se joue de leurs sentiments. Il blesse toutes les personnes qui ont perdu les leurs dans ces massacres. Mais il les blesse vraiment très, très, très profondément. Il rouvre des blessures, encore saignantes, qui n'ont même pas commencé à se cicatriser parce que les circonstances ne l'ont pas permis. Et donc, M. Patrick, ceux qui liront son livre, le dernier, La Traversée, devraient se rendre compte de ce crime qu'il commet vraiment. C'est très grave. Il devrait en rendre compte. Vous avez raison, certains n'ont pas hésité à dire en fait que là, il commet un vrai négationnisme cette fois-ci. Oui. Parce que le négationnisme, c'est pas, il n'a pas été défini par rapport au génocide ou à quoi que ce soit. Quand vous niez des crimes contre l'humanité avérés, documentés par les Nations Unies, qui ont fait l'objet de rapports multiples, oui. Vous êtes en train de commettre, vous faites du négationnisme. Négationnisme, absolument. Parce que souvent, on nous dit négationnisme, que ceux qui nous suivent sachent que le négationnisme, ce n'est pas par rapport, celui qui a inventé ce terme, ce n'est pas par rapport au génocide des Tutsis. C'est par rapport au crime contre l'humanité, dont le génocide est un des crimes contre l'humanité définis par les lois internationales, les conventions internationales. Oui, oui. Donc, je ne sais pas, on verra avec les parents des victimes pourront porter leur jugement. Ah oui, oui. Et peut-être, effectivement, être à l'initiative d'action. Les parents, les amis, les connaissances, les compatriotes, on ne devrait pas laisser passer un tel langage. Non, 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 c'est vraiment, c'est le comble. Je trouve chez M. Patrick un exemple de ce qu'une personne responsable
ne devrait ni dire ni écrire. Une personne responsable pourrait repenser peut-être, mais chasser cette pensée, mais il ne devrait ni le dire ni l'écrire, eu égard à la phase très délicate que l'histoire du Rwanda traverse actuellement. Personne ne devrait avoir le langage de M. Patrick, une personne responsable, non, non et non. Sciemment et consciemment, il travestit les faits historiques. Sciemment et consciemment. Si la vérité est niée, si la vérité est combattue, comme le fait M. Patrick, comment est-ce que les problèmes seront résolus? Ils ne peuvent pas être résolus. Est-ce que M. Patrick voudrait que les Rwandais en décousent encore une fois par la violence? Évidemment, j'ai eu l'impression que M. Patrick serait heureux de voir le FPR exterminer tous les Bahutus une fois pour toutes. Il pourrait même lui prêter main forte. Peut-être que je lui prête des intentions, mais c'est l'impression qu'il m'a donnée parce qu'il est agressif dans le langage et dans les gestes. Je me demande, comme vous le disiez, M. Jean-Marie, si une énième plainte ne devrait pas être portée contre lui. Et si M. Hervé disait qu'il a déjà perdu d'autres procès, au moins 2, pour les mêmes raisons, et il récidive encore, est-ce qu'il ne mériterait pas une autre plainte? Enfin, ça, les juristes vont peut-être s'y pencher. Ah oui. Il existe en France, je suppose, en France et en Belgique, de nombreuses personnes qui sont des rescapés de cette tragédie des marches de la mort au Congo. Donc, je pense qu'il leur appartient en premier lieu de prendre l'initiative, effectivement, de poursuivre l'auteur de ce livre. Parce que là, en fait, il faut le dire, il ne s'agit pas d'une opinion exprimée. Il s'agit de quelqu'un qui a fait la traversée du Rwanda et du Congo parce qu'il dit qu'il est parti de Kigali à Kinshasa, qui rapporte des faits non avérés et qui travestit les faits réels, en fait. Il travestit les faits réels. Qui prête aux victimes des massacres du FPR, enfin, comme il parle le FPR, qu'il les considère comme des combattants, alors que c'était des réfugiés, des civils normaux qui essayaient de fuir la guerre, qui étaient bombardés à longueur de journée, des civils qu'ont vu plusieurs personnalités. Vous savez, il y a la célèbre sénatrice italienne, Eva Bonino. Eva Bonino était là. Elle a visité les camps des réfugiés et elle n'a pas vu des combattants. C'était des mourants. Il y a des réfugiés qui ont écrit des livres. Mais est-ce que M. de Saint-Exupéry va s'adresser à ceux-là? Non, il ne va pas les consulter. Il va consulter le général Kabarebe, celui qui est massacré en ce moment-là. Et c'est là que se trouve en fait la faiblesse. Vous savez, nous écrivons tous des livres, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire un mauvais jugement, exprimer une opinion basée sur des faits que nous ne maîtrisons pas. Mais là, s'il dit vraiment qu'il a traversé le Congo, qu'il est allé sur les traces des réfugiés, qu'il en a même vu, on se demande lesquels. Et donc, il fait un rapport qui n'est pas avéré, qui n'est pas total, ou alors en tout cas orienté. Orienté, oui. Un rapport écrit sous la dictée de celui-là même qui massacrait les réfugiés. Maintenant, effectivement, les juristes, nos avocats peuvent se pencher sur la nature de cet écrit pour aboutir à une conclusion logique, c'est que ce livre est un livre niant le génocide, enfin, les massacres
les crimes contre l'humanité commis contre les populations hutus et congolaises. Ça, c'est un fait. Il nie tout ça. Il nie tout ça. Bon. Donc, Les évidences, il nie les évidences. il nie des évidences. Alors, Est-ce que l'ordre des journalistes ne pourrait pas lui retirer la carte d'accréditation? ça ne se passe pas comme ça, c'est un des grands. Sauf si là aussi il y a une plainte. Et si la plainte est avérée, si la plainte est fondée vraiment, quoi. On ne retire pas la carte d'un journaliste comme ça parce qu'il y a des lecteurs qui ne sont pas contents. Hein. Sauf si, même le CSA, je ne sais pas s'il peut le faire. Hein. Oui, il faut rappeler quand même, j'ai oublié de le dire dans la présentation, que Patrick de Saint-Exupéry a été très longtemps un journaliste du Figaro, qui est un quotidien, bon, un quotidien conservateur, mais un quotidien respecté, je dirais, en France, et que donc il a un passé de journaliste quand même derrière lui. Bon, je pense qu'il s'est dévoyé dans l'affaire rwandaise. Ça n'enlève pas, comme j'ai essayé de le dire dans la présentation, les qualités qu'il peut avoir dans d'autres dossiers. Tout à fait, tout à fait. Mais pour ce livre-là et les autres, hein, il a été prouvé, d'autant que vous l'avez souligné, Hervé Chesville, que ce journaliste a été condamné à plusieurs reprises et au dernier degré, hein, parce que ce n'était pas en première instance, il fait un recours et gagne, non, jusqu'à la cassation. Il a été condamné pour diffamation, notamment dans les plaintes adressées à la justice par les militaires de Turquoise. Oui. Condamné jusqu'en cassation. Ça, c'est connu. D'abord, c'est une autre affaire. Là, nous avons affaire à la traversée. C'est le seul qui est, quand on lit son livre, c'est le seul à avoir suivi les traces des réfugiés Hutus. C'est le seul à avoir tout compris. Et les autres ont menti, tout simplement. Le rapport mapping, c'est des bêtises. Le rapport de Human Rights Watch, c'est des bêtises. Les rapports Garreton, des bêtises. Et tous les autres. Sont une vérité qui doit s'imposer à tous ceux qui veulent connaître la situation des crimes commis contre une partie des Rwandais. On va s'orienter vers la fin de notre émission. C'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures, on peut y rester toute la soirée, mais là, il nous faut conclure. Il faut conclure. Je vais commencer par Hervé Chesville. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme conclusion? Moi, j'ai une pensée pour toutes ces milliers, ces dizaines de milliers, peut-être ces centaines de milliers, voire ces millions de victimes de cette tragédie qui s'est déroulée loin des caméras en République démocratique du Congo, dans la grande forêt, dans cette marche effrénée pour essayer de survivre. J'ai une pensée pour toutes ces victimes. Et comme je l'ai dit moi-même dans mon livre Rwanda, 25 années de mensonges, il ne peut pas y avoir de réconciliation au Rwanda si toutes les victimes ne sont pas honorées, ne sont pas commémorées. Je suis moi aussi un dénonciateur de ceux qui voudraient nier ou relativiser le génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Mais honorer une catégorie de victimes alors qu'on ignore et même qu'on bafoue, avec un tel livre qu'on a évoqué ce soir, qu'on bafoue la mémoire d'autres victimes, tout simplement parce que l'identité des bourreaux était différente, l'appartenance politique ou ethnique des bourreaux était différente, on voudrait donc nier l'existence même de certaines victimes et leur mort atroce. Pour moi, un enfant qu'on a massacré au Rwanda ou un enfant qu'on a massacré à Tingi-Tingi ou ailleurs a le droit au même respect, à la même compassion, quelle que soit son appartenance ethnique ou même nationale, puisqu'il y a eu également des Congolais, comme vous l'avez signalé, qui ont été massacrés. Donc, j'implore tous ceux qui écrivent sur le Rwanda pour qu'ils saluent et fassent vivre la mémoire de toutes les victimes, qu'elles soient Tutsis, qu'elles soient
Hutus, qu'elles soient Batois, qu'elles soient congolaises. C'est le seul moyen d'arriver à une réconciliation et d'arriver à la paix au Rwanda et la paix au Congo et aussi la paix entre le Rwanda et le Congo. Voilà, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter ce soir. Merci de ce, j'allais dire discours, parce que c'est bien un discours. Vous avez un discours constructif, celui-là. Abbé Fortunatus, je vous laisse aussi donner votre conclusion sur d'abord ce que nous avons échangé comme message dans cette émission, mais aussi et surtout les impressions que vous a laissé l'interview, parce que vous n'avez écouté qu'une seule, Oui. de Patrick de Saint-Exupéry. Elle est suffisée. Une suffisait. Bon, je fais appel à tous ceux et à toutes celles qui aiment la vérité pour qu'ils conjuguent leurs efforts afin que des mensonges de ce type ne continuent pas à prendre du terrain. Conjuguons nos efforts. C'est tout ce que je souhaite pour le bien du Rwanda et du monde. Je vous remercie beaucoup. Je vais finir par l'évocation d'un autre grand mensonge qui se trouve en tout début de son livre et dans certaines de ses interviews, parce que j'en ai suivi plusieurs. En fait, lorsqu'il parle de la théorie, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, la théorie du double génocide, il la situe en 96, que certains ont voulu profiter du rapatriement des réfugiés pour lancer une théorie négationniste de double génocide. Moi, je veux dire à M. de Saint-Exupéry, Patrick, pas Antoine, si c'était Antoine, je n'oserais pas, je veux lui dire qu'il se trompe beaucoup. Moi, j'ai utilisé cette terminologie, j'ai parlé de double génocide en 94 déjà. Quand j'ai quitté Kigali, lorsque j'ai vu les rapports qui sortaient en ce moment-là, lorsque j'ai eu en main le rapport de Robert Garsoni sur le génocide commis contre le FPR de juillet à septembre 94, parce qu'il y a bien ce mot. Ces crimes sont qualifiés par cet expert américain de génocide, mais aussi par justement les ONG des droits de l'homme. Alors, pour éviter de parler des massacres commis au Rwanda, en territoire rwandais, avant 94 et après 94, pour éviter de parler du Kibero notamment, même s'il l'effleure en disant « Oh, c'était là aussi Kibero, c'est normal, c'est normal ». Lorsqu'on sait que Srebrenica, c'est un génocide quand même. 8000 morts à Srebrenica, 8000 morts à Kibero, sinon plus. Mais Kibero, c'est un détail. Là, je voudrais dire, s'il doit écrire un deuxième tome de la traversée, je demande à Patrick de Saint-Exupéry de changer cela. Là, ce qu'il appelle la théorie du double génocide, qui est une réalité en fait, et ne date pas de 96. Ce génocide-là qu'on veut nous cacher, il a commencé en 91, parce qu'en 90, en octobre 90, dans le Nord, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de massacres de populations civiles. Mais à partir de janvier, lorsque le FPR est revenu d'Ouganda, le massacre des civils faisait partie de sa stratégie de conquête. Et là aussi, il y a des rapports, il y a des témoignages d'anciens officiers et sous-officiers qui travaillaient avec Paul Kagame, et dont on ne peut pas soupçonner qu'ils aiment particulièrement les Hutus, au contraire de Kagame. Non, il lui raconte ce qui s'est passé au jour le jour. Oui. Tant Hubert Soper a écrit Kisangani Diary, je pense qu'en lisant, en écoutant les témoignages des anciens officiers, sous-officiers du FPR, on peut écrire aussi Byumba Diary. Comment, chaque jour, le FPR massacrait, en triant les populations, en choisissant les victimes qu'il fallait absolument éliminer et en mettant les autres de côté. Et il faut que les gens comprennent que lorsque nous accusons le FPR de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide,
aussi bien avant 1994 qu'après, au Rwanda et en République démocratique du Congo, il n'est pas question qu'on pointe les Tutsis du doigt. Les Tutsis n'ont jamais demandé à Paul Kagame de massacrer les Hutus. Il l'a fait en tant que chef de guerre. Il a fait en âme et conscience. Il a établi un plan d'élimination qui a été dénoncé avec force d'État et par l'ancien major Fourma, un major de l'armée du FPR. Hein, et c'est un des premiers qui est sorti du pays et qui a fait un rapport tellement explicite qu'il a eu peur après. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'ose plus se montrer parce qu'il y a un contraste sur sa tête. Donc, que ce soit clair, lorsque nous parlons de génocide contre les Hutus, nous ne pointons pas du doigt, nous ne reprochons pas à nos compatriotes Tutsis, tout comme nous ne reprochons pas à nos compatriotes Hutus, d'avoir participé au génocide. Ce sont les Interahamwe, les criminels Hutus ont tué des Tutsis, avec quelques Tutsis, dont notamment d'ailleurs les commandos du FPR. De la même façon, le FPR, ce n'était pas que des Tutsis. Le président du FPR, beaucoup d'officiers supérieurs du FPR, c'était des Hutus. Et je suppose que quand ils tiraient pas en l'air, ils tiraient sur les victimes avec leurs camarades. Le FPR est une entité, c'est une organisation qui a commis un génocide. Et nous parlons des victimes et pour les victimes. C'est ce qu'on peut, je pense, garder comme conclusion. Il ne faut pas d'amalgame. La vérité doit être dite sans amalgame. Sans amalgame. Les criminels, ils sont connus. En tout cas, en termes de groupe de criminels, ils sont connus. Par contre, les victimes, certaines sont connues, et d'autres ne peuvent pas être connues parce qu'on nous empêche d'en parler, parce qu'on nous traite de négationnistes lorsque nous parlons des victimes non vues à la télévision, parce que c'est ça le truc en fait. Le génocide des Tutsis a été suivi chaque jour sur les télévisions occidentales. Moi, j'étais en France, mais je suivais ce qui se passait dans la ville, à Kigali et ailleurs. Alors qu'en territoire du FPR, les journalistes n'avaient pas accès. C'était interdit aux journalistes. Donc, on n'a pas vu grand-chose. Mais donc, c'est comme si on disait non vu, non, comment on peut dire, Hervé? C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu n'a jamais existé, en fait. Voilà. Pas de preuves, pas de... C'est ça. C'est ça. Et là, c'est le cœur qui manque, justement, dans la phrase. Et parfois même, on a utilisé des preuves qui auraient pu les incriminer pour alourdir le dossier des Interahamwe ou je pense en particulier aux cadavres qui flottaient sur la rivière Kagera, qui ont été attribués par tous les médias occidentaux aux Interahamwe. Alors qu'il suffisait de regarder une carte du Rwanda pour se rendre compte que la rivière Kagera coulait en territoire déjà contrôlé par le FPR à l'époque. Et puis les témoins ont parlé, de toute façon. Bien sûr. Alors, écoutez, je veux vous remercier une fois encore d'avoir participé à cette émission. Nous ne sommes pas des professionnels de la communication, nous essayons tout simplement de nous rencontrer, d'échanger comme si on était autour d'une table en train de bavarder, en train de causer. Ce n'est pas une causerie, mais c'est un entretien entre nous qui, je pense, aura donné des réponses à certains de nos auditeurs et téléspectateurs. Sans haine et sans agressivité. Mais voilà, c'est vraiment notre objectif, ce n'est pas de nous en prendre à M. Patrick de Saint-Exupéry, quoique peut-être pour cette fois-ci, je pense qu'il mérite vraiment une bonne petite correction. Je vous remercie. Une correction au tribunal. Attention à ce que vous dites. Hein. Tout le monde sait que je suis un pacifiste. Hein. Au tribunal. Nous ne sommes pas non plus des absolutistes, mais nous devons lui porter la contradiction. Absolument. Eh bien, je vous remercie une nouvelle fois et à très bientôt alors pour une nouvelle émission.
la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?